Il y a une idée en économie, puissante, un peu surprenante, qui façonne le commerce mondial depuis, tenez-vous bien, 2 siècles. C'est une théorie qui suggère que, même en étant moins bon dans tout, un pays peut quand même gagner. Allez, on regarde ça de plus près. C'est la question fondamentale, n'est-ce pas? Est-ce qu'un pays devrait essayer de tout faire lui-même ou plutôt se concentrer sur ce qu'il fait de mieux et échanger le reste? La réponse, vous allez voir, est pas mal moins évidente qu'on pourrait le penser. OK, alors on plonge dans le cœur de la théorie de l'économiste David Ricardo. Son idée, qui était carrément radicale à l'époque, c'est que même les pays qui semblent moins productifs sur toute la ligne ont tout à gagner en jouant le jeu du commerce international. Pour bien piger, il faut faire la différence entre deux concepts. D'un côté, il y a l'avantage absolu, l'idée d'Adam Smith. C'est simple, c'est juste être le meilleur, le plus efficace pour produire quelque chose. Mais de l'autre, Ricardo arrive avec l'avantage comparatif. Et là, l'idée, c'est pas d'être le meilleur, mais de choisir de produire ce qui nous coûte le moins cher en termes d'opportunité. Autrement dit, ce à quoi on renonce. Pour que tout le monde comprenne bien, Ricardo a utilisé un exemple tout simple mais brillant qui est devenu un classique. Il imagine 2 pays, le Portugal et l'Angleterre, et 2 produits, du vin et du drap. C'est le terrain de jeu parfait pour voir comment sa théorie fonctionne. Alors regardons les chiffres. Pour produire 1 mètre de drap, ça prend 90 heures au Portugal, mais 100 en Angleterre. Pour 1 litre de vin, c'est 80 heures au Portugal et 120 en Angleterre. Le constat est clair, le Portugal est plus rapide, plus efficace pour les 2 produits. Il a ce qu'on appelle l'avantage absolu. À première vue, on se dirait que l'Angleterre n'a aucun intérêt à commercer. Mais c'est là que ça devient intéressant. C'est ici que le génie de Ricardo opère. Oui, l'Angleterre est moins bonne dans tout, mais si on regarde de plus près, son désavantage est moins grand pour le drap que pour le vin. C'est là qu'elle est, disons, la moins pire. Et c'est précisément ça, son avantage comparatif. La solution de Ricardo est donc d'une simplicité désarmante. Premièrement, que le Portugal se concentre uniquement sur ce où il excelle, le vin. Deuxièmement, que l'Angleterre mise tout sur le drap, là où son désavantage est le plus faible. Et troisièmement, ils échangent. Et le résultat est assez spectaculaire. En faisant ça, la production mondiale totale augmente. On se retrouve avec plus de vin et plus de draps pour tout le monde sans que personne n'ait travaillé une minute de plus. C'est comme si de la richesse avait été créée à partir de rien. Le gâteau est plus gros pour tout le monde. Bon, la théorie de Ricardo est super élégante, mais elle laisse une question en suspens. D'où viennent ces avantages? Pourquoi un pays est-il relativement meilleur qu'un autre pour faire du drap ou du vin? Pour répondre à ça, il a fallu que d'autres économistes prennent le relais. C'est là que, bien plus tard, 2 économistes suédois, Heckscher et Ohlin, entrent en scène. Pour eux, la réponse se trouve dans les ressources de chaque pays, ce qu'ils appellent les dotations factorielles. L'idée est simple, un pays va se spécialiser dans les produits qui utilisent intensivement les ressources qu'il a en abondance. Prenons des exemples pour que ce soit bien clair. Les États-Unis ont d'immenses terres fertiles. La Chine, pendant des décennies, a eu une main-d'œuvre très abondante et pas chère. Et les pays développés, en général, ont beaucoup de capital, c'est-à-dire des machines, des usines, de la technologie. Donc, si on suit cette logique, les prédictions sont assez faciles à faire. Les États-Unis devraient exporter des produits agricoles, la Chine des produits qui demandent beaucoup de travail comme des vêtements, et les pays riches des biens de haute technologie qui demandent beaucoup de capital. Ça semble faire pas mal de sens, non? Jusqu'ici, la théorie est belle, elle est propre, elle est logique. Mais en économie, une belle théorie doit toujours passer le test de la réalité. Et c'est là que l'histoire a pris une tournure assez inattendue. Ce modèle Heckscher-Ohlin, ça semblait être la clé pour tout comprendre. C'était élégant, ça se tenait. Mais, dans les années 50, un économiste a eu la bonne idée de comparer la théorie avec les vrais chiffres du commerce mondial. Et les résultats ont été, disons, déconcertants. C'est le moment de vérité. Armés de statistiques et de données, les économistes ont commencé à fouiller pour voir si les prédictions du modèle collaient vraiment à ce qui se passait dans le monde réel. Et là, en 1953, l'économiste Wassily Leontief se penche sur le cas des États-Unis. C'était, de loin, le pays avec le plus de capital au monde. La théorie prédisait donc qu'ils exporteraient des biens faits avec beaucoup de machines. Mais, surprise, Leontief a découvert que les États-Unis exportaient en fait des biens qui demandaient beaucoup de main-d'œuvre. C'était le monde à l'envers. C'est ce qu'on a appelé le paradoxe de Leontief. Cette découverte a fait l'effet d'une bombe. Les critiques sont devenues féroces, au point où certains ont dit que, carrément, cette théorie est tout simplement inconsistante. Le bel édifice commençait sérieusement à se fissurer. Alors, qu'est-ce qui clochait? Les critiques se sont vite tournées vers les fondations du modèle. Des hypothèses qui sont, quand on y pense, assez réalistes.
Penser que tous les pays ont la même technologie? Vraiment? Que le capital ne voyage pas d'un pays à l'autre? Ou que la concurrence est toujours parfaite? C'est un peu loin de la réalité, disons. Bon, alors, est-ce qu'on jette tout à la poubelle? Pas si vite. Parce que même si le modèle a ses failles, l'idée de base, celle de l'avantage comparatif, reste l'une des plus importantes de toute la science économique. Quand on y pense, c'est fou le chemin parcouru par cette idée. On est parti d'un exemple tout simple avec du vin et du drap, et on essaie encore aujourd'hui de l'appliquer pour comprendre notre système mondial qui, lui, est devenu hyper complexe. L'héritage est vraiment indéniable. Voilà le point central à retenir. La valeur de cette théorie, ce n'est pas sa capacité à prédire au dollar près qui va exporter quoi. Sa vraie force, sa beauté, c'est sa logique de base. Se spécialiser là où on est le meilleur ou le moins mauvais et échanger avec les autres, ça crée de la richesse pour tout le monde. Et tout ça nous amène à une grosse question pour aujourd'hui. Dans un monde où le capital se déplace en un clic, où les chaînes de production traversent la planète et où l'intelligence artificielle redéfinit ce que produire veut dire, à quel point cette idée, née il y a 200 ans, est-elle encore pertinente? La question est ouverte et le débat est loin d'être terminé.